Si vous m'entendez bien comme ça, c'est aussi bien parce que prendre le micro après, au bout d'une heure, vous me dites, hein, d'accord? Alors, la vérité, je ne sais pas si ça existe. Les régimes, il y en a plein. Et donc, évidemment, je ne vais pas vous expliquer tous les régimes. Je vais juste vous donner peut-être des choses qui peuvent s'appliquer à tous. Alors, la première des choses, en fait, c'est, vous la connaissez hein, depuis Molière, hein, il faut manger pour vivre. Et la question, c'est pourquoi? En fait, on est tous d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il faut manger pour vivre? Eh bien, en fait, il faut manger pour deux choses, de manière très schématique. La première, c'est que nous sommes fabriqués avec les molécules que nous avons mangées. En dehors du moment où on vient de naître, hein, c'est votre mère qui vous a donné les molécules. Donc, on se fabrique et on se répare constamment. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis une maison en construction avec des briques. Alors, c'est plus vrai encore quand on est en croissance, mais quand on est même âgé, il y a tous les jours des choses à refaire. Et puis, à côté du côté, on va dire, structural de ce que doit apporter la nutrition, vous avez le côté calorique, hein, là, je vous ai mis un petit feu, c'est-à-dire que pour que la machine, elle fonctionne, il faut lui mettre un peu d'énergie. Et c'est principalement du côté énergétique qu'on va parler pour l'instant, mais il faut bien savoir que quand vous baissez les énergies, vous baissez aussi les briques que vous apportez. Il y a pas, on ne fait pas l'un sans l'autre. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce que l'on mange et ce que l'on est, nous. Alors, ce que l'on mange, je vous ai mis ici un camembert de l'idéal diététique, hein, c'est-à-dire on mange en calories, hein, pas en volume, hein, en calories. On mange la moitié des calories sous forme de glucides, c'est-à-dire les sucres au sens très très large, hein, 35% à peu près sous forme de lipides, donc pour faire simple, les huiles et les graisses, et puis 15% sous forme de protéines. Ça, c'est globalement ce qu'on mange. Même les gens, quand ils font des gros écarts, on est quand même avec ces trois choses. Et notamment beaucoup, vous voyez le camembert bleu, là, les glucides, c'est énorme. Maintenant, si on regarde ce que nous, on est, c'est-à-dire ce qu'on stocke, eh ben, vous voyez que les glucides, c'est tout petit, c'est vraiment trois fois rien. On va y revenir, ça s'appelle le glycogène hein, dans notre corps. Et que finalement, les réserves d'énergie qu'on a, elles sont dans deux compartiments principaux, la graisse et les muscles. Et quand je mets 81% ici, c'est pas du tout quelqu'un qui est obèse, hein. C'est quelqu'un qui est parfaitement normal. Les gens qui sont obèses, c'est encore plus, mais en tout cas, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc je vous le résume d'une manière extrêmement simple. Ici, vous avez ce que j'appelle des jambons humains. Hein. C'est donc une coupe de RMN, qui sont vivants, les gens, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est une coupe au niveau de la cuisse. Et finalement, nous sommes des animaux, donc nous sommes de la viande et de la graisse, enfin de la viande, pour faire simple, puisqu'on n'a pas de stock de sucre. Et puis, donc je vous montre ici du muscle. Au milieu, ce que vous voyez en noir, là, c'est l'os, hein, le muscle autour, et puis la graisse en blanc. Et puis ce que vous voyez aussi, qui est un peu chagrinant, ce d'autant que je viens juste aujourd'hui d'avoir 63 ans, merci, c'est que vous voyez qu'en vieillissant, naturellement, malheureusement, eh bien, en fait, on perd des muscles et on les enrichit en graisse. Ici, je vous ai mis donc deux personnes d'âge différents, mais de sexe identique et d'index de masse corporelle identique. C'est qu'ils ont la même taille et le même poids. Et on ne peut rien y faire. À 63 ans, il y a moins de muscles qu'à 20 et plus de graisse. Il n'y a qu'à me regarder, vous verrez, c'est vrai. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on mange moins? Parce que finalement, dans un régime, dans l'immense majorité des régimes, on va dire que c'est des régimes restrictifs. Si j'ai le temps tout à l'heure, je vous parlerai d'autres types de régimes, mais le grand régime qu'on peut faire de plein de manières différentes, c'est de toute façon, je vais devoir manger moins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis un peu obligé de vous faire un petit cours de médecine et de vous expliquer comment ça se passe dans un corps. Alors, c'est une pièce de théâtre qui se joue en 4 actes, le cinquième étant la mort, donc on va peut-être pas passer au cinquième. Et voici les protagonistes de la pièce de théâtre. Vous avez le cerveau, le foie, les muscles, le tissu adipeux, c'est-à-dire notre graisse, hein, et puis j'ai mis un rein pour faire les autres tissus, pour que vous voyez que... Voilà, donc ça, c'est les acteurs. Et la pièce de théâtre, elle commence ici, c'est-à-dire quand vous avez fini de manger et fini de digérer. Quand vous digérez, les calories que vous digérez, ben, elles vont être consommées en partie, et puis en partie, elles vont être stockées. Pour qu'au moment où il n'y en ait plus à digérer, c'est-à-dire quand votre intestin est vide, globalement c'est 3 heures après un repas, à peu près,
hein, eh bien, vous allez continuer à alimenter la chaudière avec vos réserves, nos réserves. Alors, la première des réserves qu'on a, même si je vous ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle les glucides. C'est un truc dont le nom en jargon s'appelle le glycogène. Pour faire simple, vous imaginez que c'est une pomme de terre. C'est-à-dire que c'est des glucides, c'est des bouts de glucose, hein, voilà. Alors, il y en a dans le foie, il y en a un petit peu dans le muscle, mais dans le muscle, normalement, il ne sort pas. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis que le glycogène du foie. Pour donner ce qu'on appelle dans le jargon le sucre, c'est-à-dire le glucose à toutes les cellules, on va découper le glycogène en glucose. Donc ça permet de mettre le glucose dans le sang. Avant, il venait de votre intestin, maintenant il va venir de votre foie. Et puis on va le distribuer à tous les tissus qui vont le consommer. Et en brûlant, entre guillemets, le glucose, on va fabriquer du CO2, le CO2 qu'on expire. D'accord ? Alors ça, c'est quand il y a plein de glycogène, tout le monde mange du glucose. Et puis, comment c'est possible ça? Alors je vais vous expliquer, rentrer dans les détails, il faut stimuler une voie qui est la voie qui s'appelle la glycogénolyse, c'est-à-dire je vais découper mon glycogène en glucose. Et cette voie, elle est freinée par l'insuline. Et donc quand on mange, le glucose, il augmente un petit peu dans notre sang, c'est normal, et l'insuline, elle augmente, et à ce moment-là, on va stocker le glycogène. Et puis dès qu'on s'éloigne du repas, le glucose diminue, pas de beaucoup, mais ça suffit pour diminuer un peu l'insuline, et ça suffit pour faire en sorte que le glycogène va se débobiner pour nourrir le reste du corps avec du glucose. Donc ça, c'est globalement ce qui se passe le matin. Quand on est à jeun, vous êtes plus ou moins dans cette situation-là. Quand ça dure un peu plus, eh bien en fait, on va réserver le glucose pour le cerveau. Et je vous expliquerai tout à l'heure pour quelle raison. Et les autres organes, y compris le foie, y compris le muscle, vont commencer à s'alimenter à partir de nos graisses. C'est-à-dire que nos poignées d'amour, elles vont libérer dans le sang ce qu'on appelle des triglycérides, et ces acides gras, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'est nos graisses dans le sang, elles vont rentrer dans toutes les cellules, sauf dans le cerveau, parce qu'elles ne peuvent pas rentrer dans le cerveau. Et donc, à ce moment-là, tous les autres tissus vont consommer des graisses à la place du glucose, sauf le cerveau qui consomme du glucose. Ça, globalement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était au bout de 3 heures. Ça, c'est le matin à jeun. On est à peu près dans cette situation-là, hein, quand on a mangé raisonnablement la veille au soir. Comment c'est possible, ça? Pour que les cellules elles consomment des graisses, il faut stimuler ce qu'on appelle la lipolyse, c'est-à-dire la destruction de nos tissus adipeux et la libération de ça dans le sang. Et ça, c'est possible, là aussi, encore, parce qu'il y a un effet des hormones, et la principale hormone qui va déclencher ça, c'est l'insuline, non pas qu'elle va augmenter, mais encore une fois, elle va baisser encore plus, hein, parce que la glycémie, en s'éloignant, elle est encore plus basse, et donc on stimule la lipolyse en diminuant le frein qui était l'insuline. Et puis quand on vous dit qu'il y a aussi des phénomènes neuroendocrines, c'est pour vous expliquer qu'on n'a pas tout compris. Mais voilà, on sait que ce n'est pas que l'insuline. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir dans le sang, et on peut le mesurer, on ne le fait pas en routine, mais on va avoir une augmentation des acides gras dans le sang, et à ce moment-là, une augmentation de leur utilisation par tout le corps, sauf le cerveau. Vous avez bien compris que le but ici, c'est de préserver le peu de glucose qui nous reste dans le corps pour notre cerveau. L'étape d'après, il n'y a plus de glycogène. Et le cerveau, vous avez compris, je vous l'ai dit, il ne peut pas consommer les lipides. Qu'est-ce qu'il va consommer? Dans un premier temps, il va consommer du glucose, mais du glucose que le corps va fabriquer. Et là, c'est la situation qui complique les affaires. Comment on va fabriquer du glucose? On va commencer dans nos muscles à casser nos protéines, à les découper en ce qu'on appelle des acides aminés, AA c'est des acides aminés, qui vont passer dans le sang, et le foie va transformer certains acides aminés, pas tous, mais une grande majorité, en glucose. Donc là, on est dans une situation très particulière où c'est nos muscles qui nourrissent notre cerveau. Et puis le reste se débrouille avec les lipides. Ça, c'est possible pour deux choses. Un, parce qu'on a stimulé une voie métabolique dans le foie qui s'appelle la néoglucogénèse, ça veut dire refabriquer du glucose. Hein. Et là, c'est des hormones
qu'on appelle dans le jargon médical les hormones de contre-régulation. C'est le glucagon, c'est les corticoïdes et c'est l'hormone de croissance, GH c'est l'hormone de croissance, qui vont stimuler la synthèse du glucose. Mais pour fabriquer quelque chose, il faut qu'il y ait des pièces, et les pièces, elles viennent des muscles, et la protéolyse, elle est stimulée par deux choses. Un, les corticoïdes, on sait que les corticoïdes, ça fait fondre les muscles, et deux, l'insuline qui continue à baisser. Vous voyez, à chaque fois, l'insuline baisse d'un cran et libère une autre voie. Alors ça, c'est le moment grave, c'est le moment où on nourrit notre cerveau avec nos muscles. Et j'insiste beaucoup sur cette période, vous verrez pourquoi. Alors, vous avez bien compris que si on ne veut pas perdre tous nos muscles, il va falloir trouver une astuce. Alors l'astuce, elle est la suivante, mais elle est feignante, l'astuce. Vous allez avoir au niveau du foie les acides gras qui, au lieu d'être consommés, vont être en partie métabolisés dans un truc, je vous montrerai ce que c'est, le jargon, ça s'appelle les corps cétoniques. Et les corps cétoniques, eux, ils peuvent passer partout et nourrir tout le monde, y compris le cerveau. Et c'est là où l'astuce, elle devient géniale, c'est que là, on est à 2-3 jours de jeûne, et quand ça peut durer, c'est-à-dire si l'étape de la fabrication des corps cétoniques passe ici, c'est-à-dire que, vous avez vu, les flèches sont beaucoup plus grosses, hein, on ne peut jamais annuler complètement, mais à ce moment-là, lorsque ça dure longtemps, c'est-à-dire plusieurs jours, et là, ça peut durer, quand on est en bonne santé, plusieurs semaines, et bien à ce moment-là, notre cerveau va vivre grâce à nos graisses, mais indirectement, parce qu'elles auront été transformées en corps cétoniques par le foie. Donc ça, c'est une situation qui permet de préserver nos muscles, et cette voie-là, qu'on appelle la cétogénèse, elle est lente à se mettre en route, il faut plusieurs jours. L'intérêt, c'est de diminuer ce qu'on appelle la protéolyse musculaire, c'est donc d'épargner nos muscles, de faire en sorte que quasiment tout le monde va manger le même substrat, c'est-à-dire, y compris le cerveau, va consommer, via une astuce que je vais vous montrer, va consommer des lipides. Et donc, le but du jeu, c'est de préserver ces muscles. Alors, si je résume maintenant ce que je vous ai raconté en fonction du temps, je vous ai mis, vous voyez, en semaines. Je vous ai mis les concentrations de glucose, la consommation, excusez-moi. C'est la consommation de glucose ici. Hein. Donc, vous voyez que rapidement, la consommation de glucose, elle s'effondre. Que ensuite, vous avez la consommation d'acides gras, donc de lipides, qui va augmenter, puis qui va être stable. Et puis, cette bosse d'acides aminés, qui est le moment où on mange ses muscles, et qui va progressivement baisser au profit de l'augmentation qui est tardive des corps cétoniques. Ça, c'est ce que je viens de vous résumer. Alors, par contre, si on prend une goutte de sang et qu'on mesure dans le sang ce qui va se passer, et vous verrez pourquoi je vous raconte ça, ben vous voyez que le glucose dans le sang, il est quasiment tout le temps pareil. Alors, il est un peu plus élevé après le repas, mais au bout de 3 semaines de jeûne, il est toujours normal, le glucose. Il ne passe pas à zéro. Les acides gras, eux, c'est l'inverse, on ne les mesure jamais. Mais quand on les mesure, si on les mesurait, eux, ils augmentent. Et puis, c'est stable. Donc, on est dans une situation globalement à peu près logique. Et puis, si je vous mesurais les acides aminés, ça ne se mesure pas en routine, il n'y en a pas plus dans le sang. Ça tourne beaucoup plus vite, mais aussi vite qu'ils sont cassés, aussi vite ils sont métabolisés. Donc, on ne voit pas dans le sang les choses. Et par contre, dans le sang, ce qu'on voit très très bien, au bout de plusieurs semaines, c'est les corps cétoniques qui augmentent. Alors, ces fameux corps cétoniques, c'est quoi? Je vous résume le truc de manière très très simple. Lorsque l'on consomme un lipide, on va le découper en une molécule dont le nom horrible s'appelle l'acétyl-CoA, et puis cette molécule, elle va normalement être brûlée secondairement pour libérer l'énergie. Ça, c'est normalement comme ça que ça se passe. Et puis, quand on stimule trop ce truc-là, on peut, avec l'acétyl-CoA, fabriquer ce que je vous ai marqué ici, des corps cétoniques. Pour ceux qui connaissent un petit peu la chimie, en fait, il n'y en a qu'un, où je vous ai mis la fonction cétone, hein, qui est en orange. Hein. Et finalement, tout ça, ça ne sert à rien de vous en souvenir. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que les flèches que je vous mets, elles vont dans les deux sens. Ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que voilà ce qui se passe. D'habitude, tous les tissus, sauf le cerveau, peuvent consommer des acides gras, les brûler, avec comme intermédiaire l'acétyl-CoA, et le cerveau, lui, il prend du glucose. Et alors, le coup de génie, c'est qu'ils arrivent tous au même croisement métabolique, qui est l'acétyl-CoA. Et là, vous allez comprendre le truc, quand il n'y a plus de glucose, eh bien, comme les acides gras
je vous ai dit, ne peuvent pas pénétrer dans le cerveau, et quand bien même ils pénétreraient, le cerveau n'a pas les enzymes pour métaboliser les acides gras, eh bien, en fait, comment on fait pour ne pas mourir? Eh bien, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que le foie va fabriquer les corps cétoniques dans le sens de la flèche, et puis le cerveau va faire l'inverse. Lui, il va les consommer. Et donc, ce qu'on appelle la cétose de jeûne, c'est une astuce métabolique pour faire en sorte qu'on va bien nourrir le cerveau avec des lipides, mais pas directement, indirectement. Et ça, donc, vous avez bien compris que c'est toute l'astuce pour faire en sorte que, grâce à ça, on ne va pas trop consommer nos propres muscles. Alors, maintenant, je résume, avant d'arriver au régime, parce que tant qu'on n'a pas compris tout ça, on ne peut pas comprendre le reste. Qu'est-ce qui se passe dans l'utilisation des réserves? Donc, je vous ai mis ici une flèche qui correspond globalement à un jour. Normalement, hein, vous avez au début, c'est exactement ce que je viens de résumer, d'accord? Et vous avez bien compris que plus le truc des protéines est élevé, plus on va perdre de muscles. Et puis les corps cétoniques, bah, c'est justement l'inverse. Alors, autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de maladie, là, on a un souci, nous les médecins, c'est que le patient n'est pas capable de se mettre en cétose. Je vais résumer de manière très très simple. Lorsqu'il y a une inflammation, il y a toutes les maladies globalement, elles ont une inflammation. Lorsqu'il y a un syndrome inflammatoire, le corps ne sait pas faire des corps cétoniques. Et donc, si vous ne le nourrissez pas, vous allez continuer à bouffer vos muscles. Et c'est pour ça que les malades, quand ils maigrissent encore plus vite parce qu'ils perdent leurs muscles. Mais pour comprendre ça, il faut que je vous explique ce que c'est que de perdre du poids rapidement. Alors, on va arriver au régime, puis après, je vous expliquerai le truc. Alors, perdre du poids rapidement, on en parlait tout à l'heure, vous allez sur n'importe quel site où vous n'avez rien demandé. Moi, j'étais allé sur Libération pour lire un article, et puis je suis tombé sur un truc qui me dit le jeûne intermittent, et comme c'est très à la mode, je vais prendre le jeûne intermittent comme un exemple de régime. Alors, le jeûne intermittent, je suis allé, hein, j'ai été voir, donc ça touche aussi mon âge, vous avez vu, donc c'est pas de souci. Et puis, ils vous disent un truc, hein, ils vous disent perte de poids sans exercice, c'est-à-dire sans se fatiguer, et puis sans régime, hein, sans se restreindre. Je ne sais pas ce qu'ils expliquent ça, parce que quand pendant un jour vous ne mangez pas, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est pas compliqué, vous n'avez pas à compter les trucs, puisque vous arrêtez de bouffer complètement. Et puis, on vous dit, c'est très efficace pour perdre du poids, ça réduit la résistance à l'insuline, et ça vous aide à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Alors, je vous ai fait des copies d'écran hein, pour simplifier, je vous en ai sauté plein, mais on vous demande pourquoi vous voulez maigrir. Quoi. Alors, le premier, c'est perte de poids. Alors, vous pouvez cocher tout ce que vous voulez, parce qu'après, ils sont censés vous faire un truc spécial pour vous. Bon, je suis pas sûr. Mais sinon, en dehors de ça, c'est pour augmenter mon espérance de vie. Qui c'est qui voudrait l'inverse? Pour booster ma puissance cérébrale. Ils n'ont pas osé dire ma puissance sexuelle. Hein, mais globalement, c'est ça que les gens comprennent. Améliorer ma tension artérielle, réduire mon taux de cholestérol et puis mieux dormir. Globalement, moi, je voudrais savoir si quelqu'un n'est pas d'accord avec tout ça. Moi, j'achète tout de suite. Hein. D'ailleurs, il va falloir payer, je vous dis tout de suite. Et donc, vous allez à un moment, ils vous disent qu'est-ce que vous voulez perdre comme poids en combien de temps. Alors, j'ai fait un exemple. Hein. Alors, à l'époque, j'ai fait ce topo, c'était en octobre, c'était en novembre. Je l'ai préparé en octobre. Et donc, moi, je pèse 78 kilos. La dernière fois que je m'étais pesé, je pense que c'est un petit peu plus. Enfin bon, on va pas chipoter. Et je me suis dit, ben voilà, je voudrais arriver à 72. Raisonnable, hein, 6 kilos. Et les mecs vous disent, il n'y a pas de problème, hein, vous y arrivez en 4 semaines avec quoi? Eh bien, avec le plan que vous avez fait. Et ce plan, bah, par contre, maintenant, il faut le payer. Alors je dis tout de suite, j'ai pas été l'acheter, d'accord? Parce que je m'en foutais, c'était pour plus par curiosité. Enfin, vous avez vu, le truc le moins cher, c'est quand même 30 €, 29,99. Là aussi, on sent que le marketing, il est passé par là. Hein. Donc 30 € pour 30 jours, finalement. Bon. Donc ça, c'est la promesse qui est faite. C'est comment vous allez maigrir, là pour le coup, en un mois, de 6 kilos. Alors, est-ce que c'est possible? Malheureusement, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est là où il y a peut-être le seul truc à retenir de toute ma conf, c'est ça. Il faut que vous compreniez, puisque nous sommes ça, nous sommes fabriqués de ces deux compartiments, plus exactement, c'est ces deux compartiments qui vont nous aider à vivre lorsqu'on en mange moins, c'est-à-dire lorsque l'on est en déficit calorique, que ce soit total ou partiel, il va bien falloir qu'on puise dans nos réserves. Dans la graisse, en blanc, vous avez 9 calories par gramme. Dans le muscle, en noir ici,
comme il y a de l'eau autour des protéines, comme une pomme de terre, il y a de la purée mousseline entourée d'eau, hein, eh bien, en fait, globalement, un muscle, c'est à peu près 1 calorie. C'est-à-dire que vous avez bien compris que dans un muscle, par gramme, il y a 9 fois moins de calories, ou plus exactement, pour le même déficit en calorique, vous allez utiliser 9 fois plus de poids de muscle que de poids de graisse. Ça, c'est absolument fondamental de comprendre le truc. Et donc, l'amaigrissement, il est lent, très lent, lorsque l'on consomme nos graisses. Il ne faut pas vouloir les perdre vite, parce que ce n'est pas possible. Et quand vous maigrissez vite, c'est obligatoirement parce que vous consommez autre chose que des graisses. Alors, au bout du premier jour, vous avez consommé vos glucides. Si vous continuez à maigrir, vous consommez vos muscles. Et ça, c'est vrai, quel que soit tout ce que les gens peuvent vous raconter à côté, y compris les régimes hyperprotéinés et tout. Si vous maigrissez vite, vous perdez du muscle. Une fois que vous avez compris ça, c'est ça la vérité. Tout le reste, c'est du pipeau. Alors, je vais vous faire un exemple. Vous allez voir pourquoi. Toujours pareil, quelle est ma dépense énergétique à moi? Alors, je suis allé sur un site, il y en a plein. Hein. Vous allez, vous mettez votre sexe, votre âge, votre poids et tout ça, et vous dites si vous faites beaucoup de sport ou pas. Donc, moi, ma dépense énergétique estimée, c'est une équation qui s'appelle l'équation d'Harris et Bénédicte, c'est globalement, on va pour faire simple, je vais dire que j'ai besoin de 2000 kcal par jour. D'accord? Maintenant, si je perds 6 kilos en 4 semaines, ce qui était la proposition faite, hein, vous êtes bien d'accord. Est-ce que je peux perdre 6 kilos de graisse? Et là, les chiffres, ils sont durs, mais ils sont justes. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? 6 kilos de graisse, c'est 54 000 calories. Et si j'en dépense 2000 par jour, eh ben, c'est 27 jours sans manger. C'est long. C'est long. C'est pas tout à fait ce qu'on appelle le jeûne intermittent. D'accord? Bien. Alors, est-ce que je peux perdre 6 kilos de muscle? Alors là, c'est très facile. 6 kilos de muscle, 6000 calories, c'est 3 jours sans manger. Alors évidemment, j'ai fait des choses extrêmes. On va faire quelque chose qui est logique, c'est-à-dire comment j'arrive à 6 kilos. J'arrive à 6 kilos en me perdant 5 kilos de muscle et 1 kilo de graisse. Là, vous voyez, ça fait 14 000 kilocalories et ça fait 7 jours sans manger. 7 jours sur un mois, c'est déjà pas mal. D'accord? Mais si j'ai perdu le poids annoncé, j'ai perdu du muscle. Il est impossible de maigrir vite sans perdre du muscle. C'est ça la seule vérité de tous les régimes restrictifs. Et c'est ça qui est terrible, c'est que les régimes restrictifs, ils fonctionnent. C'est-à-dire que les gens, on leur dit combien vous allez perdre de poids. Ils sont contents. Sauf qu'ils ont perdu du muscle et pas de la graisse. Et ça, personne ne leur a dit, donc la seule vérité qu'il faut révéler à tout le monde, c'est ça. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe, les gens, quand ils se sont serrés la ceinture? Je me suis privé, parce que c'est dur, et donc ils se disent, maintenant c'est bon, je vais reprendre. Parce que finalement, souvent, l'idée, c'est de dire, bon, là, j'en ai pris un peu trop, allez, 3, allez, hop, je vais vite perdre 3, en me serrant la ceinture, puis après, je reprends ma vie comme avant. Et ça, c'est à peu près aussi utile que s'arrêter de fumer 15 jours. Ça sert à rien, voire même, c'est pire, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les gens reprennent l'alimentation? Eh bien, quand ils reprennent l'alimentation, c'est beaucoup plus facile de stocker de la graisse que de fabriquer du muscle. Et c'est encore plus vrai quand on est vieux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça, je vous ai un peu repris les mêmes trucs, hein, c'est un montage, hein, c'est pas parce que tout à l'heure c'était l'âge, mais là c'est juste, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai maigri vite, c'est-à-dire lorsque j'ai perdu du muscle et que je reprends du poids? Eh bien, je m'enrichis en graisse et pas en muscle. Et après, c'est ce que les gens vous racontent, et ils ne comprennent pas. Ils me disent, docteur, je ne comprends pas, parce que je vous jure que je mange moins qu'avant, mais j'arrive pas à maigrir et j'ai pris le poids d'avant. Et c'est vrai, ils ont raison, ils mentent pas. L'explication, elle est là. C'est que quand vous avez du muscle, même quand vous ne faites pas d'activité, même quand vous dormez, vos muscles, ils consomment un peu d'énergie. Pas beaucoup, mais ils en consomment un peu. Votre graisse, rien. Et donc, quand vous avez tranquillement, à force de régime qu'on appelle yo-yo, à force de faire ça, c'est-à-dire de transformer votre corps pour un poids à peu près identique en moins de muscles et plus de graisse, vous diminuez votre dépense énergétique. Et les gens qui vous disent « je vous jure que je mange moins qu'avant », ils ont raison. Ils sont juste fait piéger par
un régime amaigrissant trop rapide. Ça, c'était plié pour les régimes amaigrissants. C'est le seul truc qu'il faut comprendre. Après, on vous le vend d'une manière A, d'une manière B, d'une manière C, avec des poudres, sans poudre, avec tout ce que vous voulez. Pour maigrir, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez maigrir, il faut maigrir lentement. Et maigrir lentement, ça veut dire que ça va durer très longtemps, que ce n'est pas un régime qu'il faut faire, c'est une modification de ses habitudes alimentaires. Il faut trouver qu'est-ce qui n'allait pas, pour quelles raisons j'ai pris du poids, et se dire, bah, ce truc-là, il faut le corriger. Il faut vouloir maigrir aussi lentement qu'on a grossi. D'accord? Et moi, je peux vous dire qu'en nutrition artificielle, quand je mets les gens avec des tuyaux, c'est moi qui décide ce qui rentre, on ne peut pas grossir plus d'1 kilo par semaine. Les gens qui vous disent, pendant les repas, j'ai pris 3 kilos, c'est pas vrai. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour vous dire ça, 3 kilos, enfin 1 kilo de graisse, juste pour vous donner 1 kilo de graisse, c'est 4 plaquettes de beurre. Maintenant, vous les mangez. Et vous allez voir si c'est faisable. D'accord? C'est pas faisable. Ou plus exactement, vous allez voir ce que c'est, ce qu'on appelle une stéatorée. Hein. Alors, maintenant, un autre truc qui est très très chaud, un petit peu moins maintenant, mais c'est ça, le jeûne et le cancer. Alors là, c'est pareil, c'est le jeûne intermittent où ils vous disent pas que vous allez maigrir, ils vous disent juste que vous n'allez pas mourir. C'est encore mieux. Enfin, c'est de la promesse. Et l'idée, c'est de dire, en fait, il y a une première certitude biologique qui est connue depuis longtemps, c'est que les cellules qui se divisent rapidement, c'est vrai pour toutes les cellules qui se divisent rapidement, mais le cancer, ce sont des cellules qui se divisent rapidement, ont besoin de glucose. Elles n'ont pas besoin de glucose pour vivre, elles ont besoin de glucose pour se diviser. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais c'est parfaitement connu. Et donc, il y a un certain nombre de gens, notamment, vous allez voir, c'est en 2012, c'est l'équipe de Walter Di Longo qui a expliqué que le glucose c'était mauvais pour là et qu'il fallait donc faire ces régimes, entre guillemets, soit des jeûnes, soit des régimes cétogènes, on verra ça tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un truc très simple, ils ont pris des cellules cancéreuses, ils les ont mis dans une boîte, ils les ont regardées vivre, les cellules, et puis ils ont mis une chimiothérapie. Ici, c'était un truc classique qu'on appelle la doxorubicine. Et puis, ils ont juste regardé ce qui se passait lorsque les cellules elles étaient incubées dans des conditions entre guillemets normales, c'est-à-dire avec 1 gramme ou 2 grammes de glucose. Je vous rappelle que quand on n'est pas diabétique, la concentration de glucose dans notre sang, c'est 1 gramme. Et puis là, ils ont mis entre guillemets les cellules en hypoglycémie à 0,5. Hein. À 0,5, on est tous très très mal, certains sont déjà dans le coma. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que certaines cellules, pas toutes, hein, donc je vous ai mis en gris celles qui ont peu de glucose et en rouge celles qui en ont normalement. Et puis ce que vous voyez, hein, les petits points, hein, c'est en fonction des heures, je crois, ou des jours. Non, ça doit être des heures, 24 heures. Enfin, vous voyez qu'il y a des cellules qui vont mourir beaucoup plus. C'est notamment le cas là-haut, les premières, mais il y en a certaines. Faites la LOVO, par exemple, en plein milieu. Vous voyez que celle-là, qui a du glucose ou qui n'en a pas, ça ne change rien. Donc, que le glucose, ça soit bon pour les cellules et que de l'enlever, ça soit mauvais, c'est pas vrai systématiquement, mais c'est vrai dans le tube à essai de beaucoup. Alors le problème, ça a été le concept d'affamer les cellules. C'est pour ça que je vous remets cette courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Affamer une cellule cancéreuse chez quelqu'un qui ne mange pas, c'est lui donner ça de glycémie, hein, c'est-à-dire exactement la même glycémie que quand on mange. Donc l'idée de dire, si je ne mange pas du sucre, je vais priver la cellule cancéreuse de glucose, ben c'est gentil, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez toujours, quel que soit ce que vous mangez, je vous montrerai des exemples, vous avez toujours du glucose dans le sang. En tout cas, la cellule cancéreuse, si elle en veut, elle en a. Elle ne se gêne pas. Donc affamer la tumeur, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a des études animales? Alors, je vais vous montrer plusieurs études animales sur le cancer et la nutrition. Alors ici, c'est vieille, vous voyez, 83, cette étude. Hein. On a pris des rats, on a mis en sous-cutané une tumeur, et puis on a regardé comment elle grossissait, la tumeur. Et puis surtout, ces animaux, on leur a donné plus ou moins à manger. 100%, c'est ce qu'ils mangeaient d'abord. AD, c'est ad libitum. Et là, ça montre bien un truc qu'on voit tous en clinique, c'est que quand ils ont le cancer, ils ont moins faim. Et puis 33%, c'est que là, on les a vraiment affamés, ces pauvres rats. Et puis 167%, c'est quand on les a surnourris. Et là, on voit très très bien que moins ils mangent, moins la tumeur, elle grossit. Mais plus l'animal, il maigrit. Donc ça, le fait qu'on peut, entre guillemets, nourrir une tumeur, c'est à peu près comme un pot de fleurs. Hein. Si vous mettez de l'engrais, ça pousse plus vite. On est d'accord. Est-ce que de jeûner, ça va faire quelque chose? Comme vous le suggère cet article, et le deuxième que je vais vous montrer ici.
Alors là, ce sont des souris. On a mis une tumeur dans le cerveau, hein, et une chimiothérapie. Ce que vous voyez à gauche, hein, en A, là, 100%, c'est les animaux sont vivants, puis chaque fois qu'il y a une marche d'escalier, c'est qu'il y en a un ou deux qui sont morts. Vous voyez, spontanément, quand ils sont en contrôle, hein, c'est les petits trucs gris, et ben, ils vont mourir tous, je ne sais plus combien il y en a d'animaux, en une quinzaine de jours. Et puis, si on leur fait une chimiothérapie, alors je crois que c'est STM, ça, hein, ça doit être ça, ils vont vivre un petit peu plus longtemps, mais bon. Et puis, si on fait de la chimiothérapie et en même temps un jeûne, hein, alors c'est les jeunes que vous voyez ici, c'est ce qui est grisé, hein, eh bien, dans cet article-là, il vous montre que les souris vont vivre plus longtemps. Elles vont quand même mourir, hein, mais elles vont vivre plus longtemps. Et si vous voyez le poids des animaux, vous voyez aussi que spontanément, c'est ce que vous voyez en B, hein, dans tous les cas de figure, les animaux vont maigrir. Et il y a quelque chose de tout à fait surprenant qu'on voit jamais chez un patient qui a le cancer, c'est que là, évidemment, les animaux ont beaucoup maigri au moment où on leur a enlevé l'alimentation, hein, pendant les 2 jours, mais dès que vous leur redonnez l'alimentation, ils reprennent le poids normal. Ça, moi, j'ai jamais vu un cancéreux grossir spontanément, hein. Ça, c'est pas possible. Enfin, surtout dans ces situations-là. Quoi qu'il en soit, c'est sur ce genre d'argument qu'ils ont vendu le concept, plus tout ce qui va après, c'est-à-dire que maintenant, Walter Dilongo, il a fait une diète spéciale, vous l'achetez, c'est 400 € par jour, je crois, hein, je ne voudrais pas dire les prix, mais c'est de dire, vous prenez ça, vous n'avez même pas besoin de jeûner, ça fait aussi bien. Alors, en tout cas, voilà un autre truc, vous voyez, c'est les années 2012, là c'est pareil, donc c'est une tumeur sur une souris, avec à peu près le même résultat, c'est-à-dire que là on n'a pas les animaux qui meurent, hein, c'est juste le poids de la tumeur. En A, vous voyez que la tumeur, elle grossit spontanément, et quand vous mettez une chimiothérapie, c'est CP, là c'est du carboplatine, et Fastod, c'est le jeûne, hein, et quand vous mettez les deux, ça pousse beaucoup moins vite. Donc évidemment, vous imaginez bien que des résultats comme ça a été repris largamanu par les journalistes, parce qu'il y avait une espèce d'espoir, et qu'il y a encore des gens qui continuent à faire ça, hein, c'est clair, ils y croient. Le souci, c'est ça, c'est que nous, on savait déjà depuis longtemps que ici, vous avez des rats chez qui on a mis pareil une tumeur, mais on n'a pas simplement regardé la tumeur, on a regardé l'état nutritionnel, et ce que vous avez un groupe, puis on les a traités avec, ici, c'est du méthotrexate. Et ce qu'on regarde, je vous l'agrandis ici, hein, c'est, vous voyez que pour la même dose de méthotrexate, ceux qui sont bien nourris, ils ont 0% de mortalité, ceux qui sont dénutris, ils ont 100% de mortalité. C'est toujours fabuleux avec les animaux de laboratoire, on arrive à faire des choses toutes blanches, toutes noires. Évidemment, dans la vie de tous les jours, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut vous dire. Moi, je veux bien que ça soit bien de jeûner, mais quand vous êtes dénutri, les animaux, ils meurent plus. Alors, est-ce qu'il y a des études cliniques? La réponse, c'est il y en a oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup? La réponse, il y en a non. Donc, je vous montre les papiers. Je suis désolé, ils sont juste, c'est juste pour vous montrer un petit truc, hein. C'est en anglais, mais en gros, ici, c'est ce qu'ils appellent le case report, c'est-à-dire qu'il y a 10 personnes qui avaient un cancer et qui ont accepté de jeûner parce qu'on leur a dit que ça allait leur faire du bien. Et finalement, ça leur fait quoi? Eh bien, pas grand-chose. Ils sont moins fatigués et moins. J'ai toujours une différence. Enfin, entre fatigue et weakness, c'est faiblesse, c'est ça. Ouais. Donc, il faudra m'expliquer ce que c'est que la différence entre fatigue et faiblesse. Mais ça permet de faire 2 colonnes où on vous dit qu'il y a une différence. Mais en dehors de ça, il n'y a aucune différence, en tout cas aucune en termes de survie. Et ici, je vous montre une autre étude. Ils sont 13 patients, vous voyez que ce n'est pas des études colossales, hein, 13 patients. Et qu'est-ce qu'ils ont regardé ici? Eh bien, ils ont regardé ce qui se passait si on jeûnait en termes de glucose. Alors, je ne vais pas faire le reste, hein, mais je vous ai entouré en haut de glucose. Et vous voyez qu'avant, ici c'est en millimoles, hein, 5,2, et après avoir jeûné, c'était 6,8. Donc on ne peut pas dire que ça fasse baisser la glycémie, ni dans le groupe de contrôle, ni dans le groupe normal. Donc là, encore une fois, vous pouvez bien dire aux gens de jeûner, ça ne modifie pas la concentration de glucose, donc la disponibilité de glucose pour la tumeur. C'est pas aussi simple que dans un tube à essai. Par contre, ce qu'on savait, ça c'est un papier de 1980, il a été reproduit encore 2 autres fois dans les années 2000. Ce qu'on sait, c'est que qu'est-ce qui se passe lorsque les patients qui ont un cancer, ils maigrissent, que ça soit quand ils le font exprès avec un jeûne ou autrement. Donc là, vous avez 3000 patients, c'est autre chose que 13, avec des protocoles de chimiothérapie, il y en a 12 différents. Ils sont tous en chimiothérapie pour des métastases.
et ils n'ont pas été opérés, ils n'ont pas été radiothérapiés. Et on regarde juste, est-ce que vous avez perdu du poids? Combien de personnes ont perdu du poids quand ils ont un cancer? La réponse, elle est là. À peu près la moitié des gens, hein, 46% ont dit j'ai pas perdu, et puis tout le reste, c'est j'ai perdu entre 0 et 5%, entre 5 et 10 et plus de 10. Vous voyez, alors on s'est dit, ben, plus ils ont maigri, plus c'est grave. En termes de survie, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en termes de survie, vous avez ça, c'est ce qu'on appelle les médianes de survie, hein, c'est 50% des gens qui sont morts. Et vous voyez que dans tous les cas de figure, il n'y a pas de gradation avec j'ai maigri un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, c'est j'ai pas maigri ou j'ai maigri. Et dès qu'ils maigrissent, la médiane de survie, elle est divisée par 2. Elle est divisée par 2. C'est le même type de cancer avec les mêmes métastases. Ils sont comparables les uns les autres. Mais la dénutrition est un facteur de pronostic absolument majeur. Enfin, la dénutrition, la perte de poids. D'accord? Donc, tout ça pour dire que y a un certain nombre de gens qui se sont posé la question, je vous ai résumé très très rapidement, parce que c'est un sujet énorme, sur à quoi ça sert dans ces conditions-là. On est donc en cancer traité, hein, et il y a donc le réseau NACRE qui a fait tout un travail qui est remarquable, que vous pouvez trouver, vous tapez NACRE et vous tapez jeunes et cancer, c'est un PDF qui est téléchargeable gratuitement, il n'y a aucun problème. Je vous donne juste la conclusion. Ils vous disent, c'était vrai en 2017, ça n'a toujours pas été changé. Il n'y a pas de preuve que ça serve à quelque chose. Et c'est même déconseillé compte tenu de ce que je viens de vous dire, au fait qu'un cancer qui maigrit est quelqu'un qui a un pronostic beaucoup moins bon. Simplement, ils disent qu'il faut être à l'écoute des patients, et moi je peux vous dire que les patients, quand vous allez dans un hôpital de jour de chimiothérapie, que vous leur demandez s'ils ont entendu parler de ça, la moitié a entendu parler de ça, et quand vous leur dites est-ce que vous le faites, la moitié de ceux qui l'ont entendu le font. Et les autres le font en n'osant pas nous le dire. Donc c'est quand même quelque chose de dramatique pour lequel je comprends que les gens qui ont un cancer, ils essayent de se raccrocher à ça. Enfin, faut se mettre à leur place. Moi, je comprends tout à fait le truc. Mais c'est terrible parce que ça sert à rien. Alors, comme on a dit aux gens, attendez, il ne faut pas maigrir, il y a un petit malin qui a dit, attendez, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais enlever le glucose, mais je ne vais pas changer les calories. Comme ça, il n'y a pas de risque de maigrir. Donc, c'est les régimes 100, et là, ils sont infinis, les régimes 100, donc je ne vais pas vous en parler de tous, je parlerai juste de quelques-uns. Et notamment de celui-là, qui aussi a une grande presse dans le monde du cancer. Hein. L'idée, c'est de dire, bah, écoutez, voilà, on a compris, il faut donner des calories parce qu'il ne faut pas maigrir, donc je vais juste manger sans glucose, sans sucre, sans pâtes, sans pain, sans patates, sans tout ce qu'on veut, et je vais manger beaucoup de graisse à la place. Et donc c'est ça qu'on appelle le régime cétogène, c'est-à-dire un régime où on va se mettre en cétose, et vous avez bien compris, maintenant que je vous ai expliqué la cétose, c'est pour protéger ses muscles, et donc ne pas perdre de muscles. Sur le papier, c'est fabuleux, c'est idéal, il n'y a aucun problème. Sauf que, je vous ai dit un truc tout à l'heure aussi, c'est que quand on est malade, on ne sait pas se mettre en cétose. On ne fait pas exprès, c'est comme ça. Je vais vous montrer les résultats. Alors, c'est basé sur quoi? C'est basé sur, par exemple, là encore une fois, donc c'est le même type de truc. Hein. Vous voyez ici des tumeurs, ça c'est des tumeurs pulmonaires chez la souris. La première courbe qui monte très vite, c'est la croissance de la tumeur normale. Celle du milieu, c'est quand il y a une chimiothérapie. Et puis celle de tout en bas, c'est chimiothérapie plus régime cétogène, pour faire simple, donc on mange que des lipides et des protéines. Alors ça, c'est très bien, sauf que, bien sûr, celle-là, elle est vraie, mais je vous donne une autre. Pas de chance. Hein. Ici, c'est une autre tumeur, c'est un mélanome humain sur la souris. Et là, vous voyez que c'est l'inverse. C'est des tumeurs qui vont croître plus vite quand on leur donne de la graisse. Hein. High fat diet, c'est une diète avec riche. Donc c'est un régime cétogène. Et là, dans cet exemple-là, alors après, quand on veut vous vendre le truc, on vous montre que ce qu'on vous vend. Hein. Mais vous voyez que dans la littérature, même animale, vous avez un cas de figure dans lequel cette diète cétogène diminue la croissance tumorale et un autre dans lequel elle augmente. Ça, c'est déjà des vérités. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Chez l'homme, qu'est-ce qui se passe? Alors là aussi, pareil, 16 patients, vous avez vu, hein, il y en a qui ont arrêté la chimiothérapie, il y en a qui ont repris, enfin bon, ils sont à peu près dans l'état d'observation, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et juste pour vous montrer ça, ici à droite, vous mangez sans glucides, vous voyez que la glycémie des gens, donc le glucose dans le sang, ça ne bouge pas. D'accord? Et deuxièmement,
Vous voyez ici, ils ont regardé les corps cétoniques pour savoir si les gens avaient des corps cétoniques, s'ils arrivaient à le faire. Et donc, on met une bandelette dans l'urine et puis on voit s'il y en a. Et qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez que là, il y a 6 patients. Il y en a 3, ceux d'en bas. Ben, on a fait tout ce que vous voulez. Ils ne sont pas capables de se mettre en cétose. Et puis les autres, ben, ils y arrivent de temps en temps, mais pas tout le temps. D'accord? Donc là, encore une fois, c'est intellectuellement, on se dit c'est bien, mais dans la vraie vie, le cancéreux arrive quasiment jamais à se mettre en cétose, même avec un... Alors, je ne vous dis pas que c'est bien ou pas sur la croissance, parce que vous avez vu sur la croissance, ça peut être bien ou mauvais en fonction du cancer. Mais même quand ils le font comme il faut, ça ne marche pas. Et ça, c'est une autre étude où ils ont fait, alors c'est pareil, c'est sur 6 patients, donc vous avez compris que c'est pas monstrueux. Hein. Ils vous disent qu'il y a 2 patients qui n'ont pas réussi à se mettre en cétose, ça confirme ce que je viens de vous raconter. Par contre, ils ont tous perdu du poids. Et donc, le projet au départ du régime cétogène, qui était de dire je vous mets autant de calories qu'avant, et donc vous n'allez pas maigrir, je ne vais pas donner de glucose au cancer, mais vous n'allez pas maigrir, eh bien cette promesse-là, elle n'est pas tenue. Et ça, on le sait tous, parce qu'en fait, ces régimes cétogènes, on finit par se lasser, donc les gens, très vite, ils mangent moins, parce que ils n'ont plus faim. Donc, ils maigrissent, ce qui fait que la promesse de je ne vais pas maigrir en mangeant sans glucose, eh ben, elle n'est pas tenue. Et c'est pareil, je vous ai mis juste en haut, on ne va pas rentrer en bas, hein, la glycémie, et c'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous mangez sans glucose pendant des jours, et votre glucose dans le sang, votre glycémie, ne bouge pas. Vous ne pouvez pas la baisser. Hein. Donc voilà. Alors, pour rester dans le régime, dans le cancer, est-ce qu'il y a des aliments anti-cancer? Alors là, c'est aussi pareil, vous en avez plein, hein, dans tous les mecs qui vous disent il faut manger ci, il faut manger ça. Alors, j'ai essayé de vous résumer ce qu'on sait de la prévention. En gros, est-ce qu'il y a des nutriments qui favorisent le cancer et d'autres qui le protègent? Alors là, pareil, vous allez vous taper cancer et nutrition, vous allez sur l'Institut national du cancer ou sur le réseau NACRE. Enfin, de toute façon, il est au numéro 2, au numéro 3 ou sur Google, hein, vous le trouvez très vite. C'est un énorme dossier, donc je ne vais pas vous le détailler, je donne juste la synthèse de la synthèse. Pour vous faire simple, en rouge, ça favorise le cancer, en vert, ça le protège. Et puis vous avez en vertical tous les types de cancers. Donc vous choisissez lequel vous voulez choper. Et globalement, il n'y a pas trop de différence. Vous voyez que qu'est-ce qui favorise un peu le cancer? Vous avez les boissons alcoolisées. Bon, ça, on n'a pas mis le tabac, mais c'est pareil, c'est encore plus. Hein. D'être un petit peu en surcharge pondérale. Donc, pour plein de raisons, mais c'est parce qu'en fait, souvent, quand on est en surcharge pondérale, c'est qu'on mange un peu trop. Et vous voyez, il y a les viandes rouges et les charcuteries. Et vous voyez que le niveau de preuve, alors quand il est rouge, il est clair. Quand c'est gris, c'est que c'est pas du tout sûr. Donc vous voyez que c'est pas non plus monstrueux. Et finalement, qu'est-ce qui protège du cancer? Ben, c'est une alimentation qui est saine. Et c'est assez simple pour tout vous dire. Donc c'est faux. Alors vous avez les produits laitiers, vous avez l'activité physique, les fruits et les légumes, et les fibres alimentaires. Et si vous regardez ça, si on vous dit cholestérol, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, le régime qui protège du cancer, il protège de tout le reste aussi. C'est le régime, entre guillemets, méditerranéen, où vous mangez pas trop de graisse ou de viande rouge, on va dire, hein, les viandes blanches, les poissons, et puis les fromages, et plein de fruits et plein de légumes. Donc finalement, il n'y a pas de secret que je vais vous révéler là. Ce qui est bon pour le cancer, c'est bon aussi pour toutes les autres maladies. Finalement, c'est pratique, ça vous évite d'avoir à choisir. Mais juste pour vous rappeler quand même un truc, c'est que les principaux facteurs de risque du cancer, ils ne sont pas nutritionnels. Hein, parce que vous avez vu le déséquilibre, donc entre guillemets, la malbouffe, c'est 5% à peu près. Le surpoids, pareil, souvent les deux en même temps. L'alcool, c'est 8%. Puis le tabac, c'est quand même de très 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 loin. Donc vous pouvez continuer à bouffer ce que vous voulez. Si vous arrêtez de fumer, vous ferez le mieux que vous pouvez pour votre vie à vous. Et si vous arrivez à convaincre quelqu'un d'arrêter de fumer, vous aurez fait un acte tout à fait très bien. Est-ce que j'ai encore un peu le temps ou pas? Alors, je vais vous faire le dernier, celui-là, qui m'amuse aussi. C'est le sans gluten. Alors, on ne va pas faire tous les 100, hein, mais on va faire celui-là parce qu'il est intéressant, parce qu'il y a un petit peu de science de tout. Alors maintenant, vous voyez que vous pouvez l'acheter de partout. Donc, c'est super qu'il soit à la mode parce que ceux qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire qui ont une vraie maladie cœliaque, avant, ils allaient s'acheter à manger à la pharmacie. Maintenant, ils peuvent aller au supermarché. C'est quand même beaucoup plus simple pour eux. Alors, le sans gluten, en France, c'est quoi? Je vous donne... Alors,
l'alimentation. Alors évidemment, vous êtes sur un site qui est pro sans gluten, voilà. Mais qui vous dit quand même un truc, il vous dit voilà, il y a 1% de la population française qui mange sans gluten. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et ils disent que là-dedans, il n'y a que 10% des gens qui ont une vraie maladie cœliaque. Donc là, on retombe sur la maladie cœliaque qui est la vraie allergie au gluten, hein. Et que finalement, en business, ça fait 95 millions d'euros. Je vous donne juste, c'est par année, hein, la consommation des Français, le budget de bouffe des Français, c'est 232 milliards. Donc vous voyez, on est en tout cas, on n'est pas à 1%, là. C'est beaucoup moins. En tout cas, voilà. Ensuite, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Vous reconnaissez peut-être des gens qui vous disent que le gluten, pour eux, ça leur va pas. Et donc la question, elle a été essayée d'être tranchée. Vous allez voir, c'est pas aussi simple que ça. Là, ils ont pris des 140 patients, hein, qui se déclarent être intolérants au gluten. Ils les ont nourris de manière parfaitement stéréotypée avec rien en gluten, hein, donc on veut, pour faire simple, c'est... enfin bon. Donc là, et puis, il y a 98 patients qui ont réussi à tenir, et puis ils ont fait, pendant, je pense, une semaine, à des patients, de manière aveugle, c'est-à-dire que personne ne savait ce qu'ils avaient, ils ont pris une gélule dans laquelle il y avait du gluten et une gélule dans laquelle il y avait un placebo. Ils ont regardé, et puis, au bout d'une semaine, ils ont interverti les groupes. Ça, les mecs, ils savaient que de toute façon, ils allaient avoir du gluten, ils ne savaient pas quand. Puis, on leur demande comment vous vous sentez, au début ou à la fin. Alors, voilà le résultat. Quand ça monte, c'est qu'on est mieux. Quand c'est en bas, c'est que on est mieux, mais c'est le placebo. Alors, ils ont réussi à faire une statistique, je ne sais pas laquelle, qui vous dit que c'est à peu près significatif. Moi, je vois un nuage de points. Globalement, il y a des gens qui ont eu du gluten et qui se sont sentis mieux que la semaine où vous avez placebo. Ça, c'est le résultat. C'est énervant, hein, mais c'est le résultat. Alors, est-ce que ces gens, ils sont fous? Non. Vous allez voir que là, c'est quelque chose. Ils ont fait quelque chose de plus intelligent ici. Euh, Ils ont fait le même truc avec donc un régime sans rien et sans deux choses qu'il y a ni fructane ni gluten. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans l'alimentation, dans les produits qui ont du gluten, il y a très souvent aussi du fructane. Fructane, c'est des fibres où il y a beaucoup de fructose. Et de temps en temps, les gens sont finalement un peu intolérants à ça. Ils ont fait aussi une barre qui était une placebo, hein. Et là, vous voyez que dans cette affaire, ceux qui ont eu, au moment où ils ont eu la barre gluten, ils étaient peut-être même un tout petit peu mieux, pas très significatif, mais c'est au moment où ils ont eu la barre fructane qu'ils n'étaient pas bien. Donc l'idée, c'est que probablement tout le monde a raison, les gens qui se plaignent et qui disent je me sens mieux, ils incriminent le gluten, mais a priori, le vrai coupable pourrait plutôt être les fibres qui accompagnent les produits qui ont du gluten, plus que le gluten en tant que tel. Puisque quand on le prend pur, absolument pur dans une gélule, vous avez vu qu'il n'y a pas de différence. Donc les gens ne sont pas forcément tous fous, et il faut faire avec, et s'ils se sentent mieux sans gluten, eh ben, ma foi, je pense que ce n'est pas extrêmement grave. Je vais juste terminer là-dessus pour vous dire qu'on est dans un domaine de la nutrition où vous pouvez de toute façon trouver tout l'opposé de ce que je viens de vous raconter. Et là, j'étais en arrêt sur l'autoroute, et je ne sais pas si vous connaissez ça, ces petits guides, donc j'ai pris en photo. C'est le truc de toute façon, pour 3,50 €, vous tombez sur quelque chose qui pense comme vous. D'accord? Donc là, vous avez, je vous ai mis le jeûne, hein, voilà. Le jeûne et ses bienfaits. Moi, je voudrais qu'on m'explique où ils sont les bienfaits. Je vous ai montré qu'il n'y en avait pas. Mais vous avez un petit peu en haut, juste un tout petit peu en dessous, là, le détox. Là aussi, la détox, qu'est-ce que c'est que la détox? Mis à part un concept marketing, les calories, la diététique minceur, la surcharge pondérale, le régime crétois, et puis à côté vous avez autre chose, hein. Vous avez le sans glucose et sans lactose, hein. Mais à côté vous avez alors aussi il y a le vinaigre, le citron, la spiruline, enfin bon. Voilà, en gros vous pouvez prendre ce que vous voulez pour 3,50 €. De toute façon, on vous dit ce que vous voulez entendre. Et bon, finalement, c'est pas très cher par rapport à un régime que je vous ai montré tout à l'heure, ou par rapport à aller sur Comme J'aime, qui coûte une fortune. Voilà. Donc, on est tous d'accord pour savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui vous vendent des choses. Moi, j'ai rien à vous vendre, et c'est à peu près la seule différence avec les autres. Et donc, vous retenez un truc, c'est que si vous voulez perdre du poids, vous devez le perdre lentement,
avec beaucoup de patience, et que finalement, la chose qui marche le mieux, c'est de reprendre du muscle. Et pour reprendre du muscle, il faut reprendre de l'activité. Et pas parce que l'activité physique, ça fait dépenser des calories. Parce que quand vous mesurez, au moment où vous faites un effort, très vite après, vous mangez à peu près autant. Mais, en tout cas, comme vous augmentez votre masse musculaire, finalement, même quand vous dormez, vous allez augmenter votre dépense énergétique. Donc, évitez de faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, la viande qui se... Si on était à la boucherie, on dirait une viande persillée. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on devient quand on veut maigrir vite, parce qu'après avoir maigri vite, on reprend. Si on ne reprend pas, c'est qu'on est malade. Quelqu'un qui est en bonne santé, qui reprend le même régime avant qu'après, le même régime, enfin le même mode d'alimentation, il regrossit. Celui qui maigrit puis qui ne regrossit pas, en règle générale, il faut chercher où est le cancer. Un régime qui marche trop bien, c'est pas bon signe. Hein, parce que les gens, ils ont fait toute leur vie des régimes, puis là, d'un seul coup, ça marche. Ben, en règle générale, ça se finit devant l'oncologue. Voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions éventuelles.